On a rajouté une catégorie la dernière fois qui était le bonus virencambolesque qui globalement est là juste pour Beaumarchais. Mais est-ce que ça l'enlèvera de l'endroit où il est? Je doute. Cela dit, je pense que je vais changer ça. Et ouais, parce qu'en fait le surcoté il était tellement bas que du coup j'y faisais rarement attention. Alors que en vrai il y a peut-être des gens qui sont en éclaté. Enfin, bon non, je pense que Montesquieu il mérite d'être en éclaté. Mais par exemple qui sont en mouet alors qu'ils devraient être en surcoté quoi. Par exemple je me dis peut-être Chateaubriand et Montaigne, ils devraient être en surcoté. En termes de ce qu'ils ont fait de leur vie en littérature et tout ça. Mérite-t-il vraiment d'être en mouet? Je suis pas sûr. Mais bon. Peut-être qu'à la fin, il y aura des ajustements. Ok. Et bah sur ce, on va reprendre tranquillement. La dernière fois, on s'était dit qu'il faudrait peut-être qu'on mette moins de temps sur la vie des auteurs. Donc on va essayer d'aller plus rapidement sur ça. Même si bon... le problème, c'est que quand ils ont une vie de fou, c'est un peu compliqué. Alors, ça c'est Rousseau. J'allais dire... ça a très la vibe Voltaire. J'étais quasiment sûr que c'était les Lumières, parce que voilà, c'est la même vibe, quoi. Mais du coup, Rousseau. Rousseau, je sens qu'il va pas particulièrement nous régaler en termes d'écriture. Non, tous les trucs sur Sandrine Rousseau, là. Alors, Rousseau... extrait. Citation. En vrai, ça avait pas mal carré Voltaire, les citations, parce qu'il était un peu en... Il était quand même là, quoi. Quand il avait des gens qu'il n'aimait pas, il leur disait de manière très très classe. Du coup, forcément, ça jouait en sa faveur. Alors... on va peut-être commencer par des citations. Généralement, les gens qui savent peu parlent beaucoup et les gens qui savent beaucoup parlent peu, je suppose. Mais coup dur pour Jean-Jacques Rousseau puisqu'il ne savait pas parler français. Ce sera donc tout de suite un éclaté. Alors, ensuite, bien sûr que non. Bien sûr que non. Par contre, la personne qui a copié la citation a éclaté. Non. Était éclaté en français. Alors, la liberté de l'homme consiste à ne jamais faire ce qu'il ne veut pas. Je suis pas sûr que ce soit ça, la liberté de l'homme. L'homme civil veut que les autres soient contents de lui, le solitaire est forcé de l'être lui-même ou sa vie lui est insupportable. La nature a fait l'homme heureux et bon, mais la société le déprave et le rend misérable. Ah oui, c'était le fameux duel de pensée entre Voltaire et Rousseau. Voltaire est en mode non mais les hommes ne sont pas naturellement bons. Rousseau, ça doit être incroyable, vibe. Je sais et je sens que faire du bien est le plus vrai bonheur que le cœur humain puisse goûter. Le chef est l'image du père, le peuple est l'image des enfants, et tous étant nés égaux et libres n'aliènent leur liberté que pour leur utilité. Ouais... Je suis pas convaincu par ce qu'il dit. Est-ce qu'il n'y a pas des extraits un peu plus longs pour qu'on ait un peu son style? Lire en mangeant fait toujours ma fantaisie au défaut d'un tête-à-tête. C'est le supplément de la société qui me manque. Je dévore alternativement une page et un morceau. C'est comme si mon livre dînait avec moi. C'est l'équivalent de nous qui mangeons en regardant YouTube ou une série en fait. À l'époque, lui il lisait. Ce qui est pas mal, mais après en termes de style, il me dit une chose qui m'est souvent revenue à la mémoire, c'est que si chaque homme pouvait lire dans les cœurs de tous les autres, il y aurait plus de gens qui voudraient descendre que de ceux qui voudraient monter. J'ai rien compris. J'ai rien capté à cette citation. Plus de gens qui voudraient descendre que de ceux qui voudraient monter. Mais en fait, j'étais en mode... Le gars a mal copié, il sait pas parler français, mais peut-être que c'est juste Rousseau qui sait pas parler français. Théorie. J'étais inquiet, distrait, rêveur, je pleurais, je soupirais, je désirais un bonheur dont je n'avais pas l'idée, dont je ne
et dont je sentais pourtant la privation. Je n'ai jamais pu supporter ce sot et niais remplissage de conversations ordinaires, mais des conversations utiles et solides m'ont toujours fait grand plaisir et je ne m'y suis jamais refusé. Ah, je me suis montré tel que je fus, méprisable et vil quand je l'ai été, bon et généreux, sublime quand je l'ai été. Bon, Rousseau en termes de style, c'est mi-tiers, on va dire. Rousseau, Wikipédia. Bien. Alors, le Rousseau. Genève. Ah putain, mais il est pas français. Il est suisse. C'était pas censé être Chalice des consenteurs français. Bon, on va dire francophone du coup. Hein. Alors. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie, Rousseau? Nanana. Alors, il est né du coup à Genève. Ses deux parents sont citoyens. Ok. Il n'y a pas écrit si c'est une famille un peu riche ou pas. On sait qu'il habite dans la maison de Grande Rue. D'accord. Cette enfance est marquée par des lectures précoces de romans en compagnie de son père et le deuil continuel de sa mère. À la suite d'une altercation avec un compatriote, Rousseau se réfugie à Nyon dans le pays Vaud pour échapper à la justice. Il ne revient jamais à Genève mais conserve quelques contacts avec ses fils, notamment Jean-Jacques. Ok, donc son père a échappé à la justice en émigrant dans une autre ville. Il confie sa progéniture à son double beau-frère. Waouh, Gabriel Bernard, son double beau-frère. C'est un truc de fou d'avoir un double beau-frère. Ça veut dire qu'il est marié à ses deux sœurs. Donc comment c'est? Comment tu peux être un double beau-frère? C'est... Attends. Non mais... Double beau-frère. De beau-frère à beauf. OMG, est-ce que c'est comme ça que ça a évolué? Un truc de fou. Mais ça ne nous dit pas c'est quoi un double beau-frère. Comment ça c'est son double beau-frère? Il y a une citation là qui va nous dire peut-être. Ah non. Oh. C'est juste une ref. Oh. On saura jamais c'est quoi un double beau-frère. Ah non mais on en parle ici. Alors. Non. Le frère de Suzanne, Gabriel Bernard, a épousé la sœur d'Isaac. Ok. Donc... Quoi? Non, j'ai pas compris. Mais du coup, son double beau-frère, très bien. Ok, donc Rousseau va en pension. Tac, tac. Il est en apprentissage chez un greffier. Ok. Jusqu'à présent, il était assez ok. Puis, il est censé aller dans un contrat d'apprentissage de graveur. On le tabasse et du coup, il fuit. Parce que... il a peur que son maître le bat. Ok. Ok, donc là, il a fui de Genève. Finalement, il se réfugie chez un curé. Nanana. Même s'il prétend dans ses confessions avoir longuement résisté à sa conversion au catholicisme, il semble s'en accommoder assez vite. Ok, donc il retrouve... Il va chercher de l'aide dans une sorte de couvent, je sais pas trop quoi. Et on lui dit, bah, convertis-toi au catholicisme. Et il est en mode, oh non, moi au catholicisme. Et il est en mode, ok, baptisez-moi. Sachant qu'il arrive le 12 avril et il est baptisé le 23. Donc bon, c'est assez... Ok. Il réside quelques mois à Turin en semi-moisif. Grâce à quelques emplois de laquais secrétaire. Ok.
C'est lors de son emploi auprès de la comtesse de Versailles que survient l'épisode du larcin. Donc il a volé un truc à Versailles, un ruban rose, et il fait retomber la faute sur une jeune cuisinière qui est renvoyée par sa faute. Ok. Et bah Jean-Jacques, ça va être les dents éclatées. Il cherche à élever sa condition, va à Annecy, non, il cherche des meufs. Comme... Putain, mais c'est fou comment ils cherchaient tous des meufs, hein. C'est un truc abusé. Déjà Stendhal la dernière fois et son j'ai envie de pécho. Ok, donc il a plusieurs protectrices, donc Madame de Warren, nanana. Rousseau s'adonne à la lecture en puisant dans l'importante bibliothèque de Linga chez qui il vit. Il écrit le bonheur d'être dans la nature, le plaisir lié à la flânerie, ok, donc il a une vie de chillax en fait. De retour à Chambéry, il a la surprise de trouver auprès de Madame de Warren un nouveau converti et amant, Jean-Samuel Rodolphe, et le ménage à trois reprend. Ok, le ménage, très bien. Il écrit son premier recueil de poèmes en 1739, Le Verger de Madame la Baronne de Warren, poésie grandiloquente, édité en 1739. Ok, donc il l'a publié, édité, nice. Premier contact avec le monde des Lumières français, voilà, on arrive dans ce qui est intéressant. Donc, il rencontre Condillac et d'Alembert, qui sont... et il devient précepteur, ok. Il écrit des mémoires. À Paris, grâce à une lettre d'introduction, il est présenté à Réaumur, ok, qui lui permet de soumettre à l'Académie des sciences un mémoire présentant son système de notation musicale. Celui-ci prévoit la suppression de la portée et la remplacer par un système chiffré. Les académiciens ne sont pas convaincus par le projet qui, selon eux, ne serait pas nouveau, l'inventeur étant le père Souhaitier, ok. Rousseau s'obstine, améliore son projet et le fait publier à ses frais sans rencontrer le succès expiré sous le titre Dissertation sur la musique moderne. À cette époque, il se lie d'amitié à Denis Diderot, tout aussi méconnu que lui, et reçoit les conseils du père Castel. Il fréquente la maison de Madame de Perceval, de Madame Dupin, qu'il tente vainement de séduire. Elle lui confie l'éducation de son fils. Ok. Jacques Armand Dupin de Chenonceau. Sachant que Chenonceau c'est un château, je pense que ces gens-là avaient un petit peu d'études. Ok, il est engagé comme secrétaire pour Montaigu. Il conçoit... Cette courte expérience lui a néanmoins permis d'observer le fonctionnement du régime vénitien et c'est à ce moment-là que ça éveille son intérêt en politique. Il a 31 ans, ok, donc c'est un peu tardif. Il conçoit le projet d'un grand ouvrage qui s'intitulerait Les institutions politiques, mais qui deviendra le fameux du contrat social. Il y travaille de temps à autre pendant plusieurs années. Ok. Il se met en ménage avec une lingère. Il l'épouse. Ok. Ils feront 5 enfants que il fait placer aux enfants trouvés à l'assistance publique de l'époque. Il écrit d'abord qu'il n'a pas les moyens d'entretenir une famille, puis au livre 8 des Confessions, il écrit qu'il a livré ses enfants à l'éducation publique en considérant cela comme un acte de citoyen, de père et d'admirateur de la République idéale de Platon. Il fit ce choix principalement pour soustraire ses enfants à l'emprise de sa belle famille qu'il jugeait néfaste. Cette décision lui sera reprochée plus tard par Voltaire alors qu'il pose en pédagogue dans son livre Émile et aussi par ceux qui l'appellent la coltriole bachique. Cependant, certains de ses amis, dont Madame d'Épinay, avant qu'elle se brouille avec lui, avaient proposé d'adopter ses enfants. Donc il a abandonné ses enfants, il a dit non, j'ai pas les thunes. Après il a fait non, mais en fait c'est parce que je fais confiance à l'État français pour s'occuper de mes enfants mieux que moi. Et après il a fait et aussi j'avais pas envie que ma belle famille s'en occupe. Pour l'instant il reste en éclaté, hein. En 1743, il commence la composition d'un ballet héroïque. Mais attends, il s'est pas intéressé à la politique là, ça y est, il revient en arrière. Non. En 1745, Rameau qui écoute des morceaux de musique galante chez un fermier général juge que certains sont des apprentis, sont d'un apprenti et d'autres d'un plagiaire. Ok, donc
En gros, il n'a pas trop de succès. Diderot l'invite à participer au grand projet de l'encyclopédie en lui confiant des articles sur la musique. Ok. Donc en fait, il s'y connaissait un petit peu en musique, ou au moins il avait envie de s'y connaître. Ok. 1749. L'Académie de Dijon met au concours la question « Les progrès des sciences et des arts a-t-il contribué à corrompre ou à épurer des mœurs ?» Il participe au concours, son discours sur les sciences et les arts, et qui soutient que le progrès est synonyme de corruption, obtient le premier prix. Alors qu'avant, le monde était parfait, bien sûr. L'ouvrage est publié l'année suivante et son auteur acquiert immédiatement une célébrité internationale. Ah oui, d'accord, donc en fait ça c'est vraiment... ça le lance quoi. Ça suscite des réactions, 49 observations ou réfutations paraissent en 2 ans, tu m'étonnes, ce qui permet à Rousseau d'affiner son argumentation dans ses réponses et lui apporte une autorité grandissante. Ok. Il abandonne alors ses emplois de secrétaire et précepteur pour se rendre indépendant et vit grâce à ses travaux de transcription de partitions musicales. Ah ouais putain, la musique c'était vraiment central dans sa vie quoi, alors que tout le monde s'en fout. Ok, nanana, il fait des articles de la musique pour l'encyclopédie. Grande œuvre et intégration sociale. Oh putain, on est que là de la page Wikipédia, on va aller vite. Hein. Il ne s'adresse plus seulement à la société bourgeoise, mais aussi du coup à la société au tiers état quoi. Différent de celui de la société, sa célébrité devient funeste selon ses propres termes. Cette célébrité qu'il a cherchée comme une arme sociale se retourne contre lui et il entre dans une paranoïa confronté à la personnalité publique qui est devenue Jean-Jacques. Celui que les gens veulent voir rencontrer et dont les portraits circulent. Ok, il est en mode oh mon dieu, je suis trop une rockstar. L'homme de bien est dans la société, il n'y a que le méchant qui soit seul. Rousseau prend cette réplique pour un désaveu de ses choix et il s'ensuit une première dispute entre les amis. Ok, donc Diderot écrit ça dans une pièce qu'il envoie à Rousseau et Rousseau le prend pour lui. Ok, alors, Rousseau, calme-toi. Ok, Diderot a du mal à faire l'encyclopédie, tout le monde s'en fout. Passe aux religions et à Voltaire. Les malheurs de Rousseau n'ont pas attendri les philosophes et ceux-ci continuent de l'accabler, notamment Voltaire et d'Alembert. Physiquement, la maladie de la pierre le fait souffrir. C'est quoi la maladie de la pierre ? La lithasie urinaire est une maladie caractérisée par la formation de calculs, c'est-à-dire de sécrétions cristallines qui se forment à partir de minéraux dissous dans l'urine dans les voies urinaires. Ok, il y avait des calculs parénaux, mais quasiment. Il adopte un long vêtement arménien, plus connu, plus commode pour cacher son affection. Putain, mais il devait avoir un style de folie, et non, on l'a pas du tout dans ce style-là. Il se remet à écrire des mélodrames, ok. Nanana, année d'errance. Il vit dans la hantise d'un complot dirigé contre lui et décide de commencer son œuvre autobiographique en forme de justification. Ah, ça explique les confessions. Ok. Dans les salons parisiens, une fausse lettre du roi de Prusse adressée à Rousseau circule. Elle est bien tournée mais peu charitable à son écart. Rousseau semble y avoir cru pendant un premier temps, puisqu'une lettre de réponse au roi a été retrouvée dans ses affaires. Ok. Mais ensuite on se rend compte que non. Ok. Nanana, il est en mode tout le monde est contre moi, tout le monde me déteste. Ouin. Ok. Et... Nanana. Comment est-ce qu'il meurt? Certains ont avancé l'hypothèse d'un suicide. Mais apparemment c'est juste un accident vasculaire cérébral. Ok, on moule son masque mortuaire, banger. Le philosophe est rapidement l'objet d'un culte. Ok, alors son itinéraire intellectuel. En vrai c'est un peu ça qui nous intéresse. 3 aspects de la pensée sont particulièrement à relever. Premier grand critique de la pensée politique et philosophique, ok. Critique de théorie politique et philosophique de son temps, sa critique vient de l'intérieur, il ne veut revenir ni à Aristote, ni à l'ancienne républicanisme, ni à la moralité chrétienne, car s'il accepte bien des préceptes, des traditions individualistes et empiristes de son temps,
il en tire des conclusions différentes en se posant des questions différentes. Par exemple, est-ce que l'état de guerre de tous contre tous est premier ou il ne s'agit que d'un accident de l'histoire? Est-ce que la nature humaine ne peut être modelée pour arriver à un état démocratique? Enfin, Rousseau est le premier à penser que la démocratie est la seule forme légitime d'état. Alors qu'en réalité, c'est l'anarchie. Mais il a fait un premier pas. Bravo Rousseau. Ok, alors... Qu'est-ce qu'il dit sur ces idées? L'inégalité parmi les hommes. Alors, Rousseau imagine ce qui aurait pu être l'humanité quand l'homme était bon, c'est l'état de nature qui n'a peut-être jamais existé. C'est ce qu'on nomme une histoire conjecturale fondée sur une conjecture, c'est-à-dire sur une hypothèse. À partir de cette base, il explique comment l'homme naturellement bon est devenu mauvais. Selon lui, la chute n'est pas due à Dieu, il le suppose bon, ni à la nature de l'homme, mais au processus historique lui-même et aux institutions politiques et économiques qui ont émergé au cours de ce processus. Rousseau termine son discours en définissant d'une part sa vision de l'égalité et de l'inégalité des conditions doit être proportionnelle à l'inégalité des talents, et en constatant d'autre part que l'homme ne peut pas revenir en arrière, que l'état de nature est définitivement perdu. Attends, mais cette histoire d'inégalité des talents, ça veut dire genre en gros méritocratie as fuck. Donc si t'es pas très talentueux, crève. Pas ouf. Ok, nanana. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans le contrat social? Contrat social cherche à répondre à ce qu'il pense être la question fondamentale de la politique, à savoir comment réconcilier la liberté des citoyens avec l'autorité de l'État. Pour Gérard Méret, le nouveau radical du contrat social vient de ce qu'il affirme à la fois que le peuple est souverain et que la République est une démocratie. Ok, le peuple est souverain, effectivement c'est nouveau. Rousseau veut absolument éviter que les êtres humains soient soumis à l'arbitraire des chefs, c'est pourquoi, comme il indique dans une lettre adressée à Mirabeau, son but est de trouver une forme de gouvernement qui mette la loi au-dessus des hommes. Ok, en vrai ça c'est un peu banger. Ok, Rousseau et la religion. Donc qu'est-ce qu'il dit sur les religions? Donc il y croit déjà, contrairement à Voltaire qui était giga athée. Il ne croit pas au péché originel, une doctrine qui incrimine la nature humaine et qu'il a longuement combattue. Il parle avec ironie de ce péché pour lequel nous sommes punis très justement des fautes que nous n'avons pas commises. Donc lui, c'est juste un problème historique si on est devenu méchant, quoi. Rousseau vu par lui-même. Ah, je sais pas si on peut se baser sur ses confessions. Et il écrit Rousseau, juge de Jean-Jacques. Le statut de ces textes pose un problème, bah tu m'étonnes. Forcément qu'il a toujours... que c'est biaisé, quoi. Donc l'histoire conjecturale, c'est que on est devenu méchant alors qu'à la base, on était gentil. De l'état de nature à la société civile ou politique. Donc, il estime que au départ, qu'il y a 4 phases. Ah voilà, c'est résumé. L'homme voisisse vivant dans un habitat dispersé qui peu à peu s'associe en horde. La première évolution de l'humanité entre dans l'ordre patriarcal et les familles peuvent se regrouper. Pour Rousseau, cette période est celle de l'âge d'or. Tu m'étonnes. L'ordre patriarcal. 3. L'ordre patriarcal cède la place à un monde marqué par la division des tâches qui fait perdre à l'homme son unité. Les plus violents ou les plus habiles deviennent les riches et les autres les pauvres. 4. La guerre dans tous contre tous, entendue par Rousseau dans son sens à la Hobbes. Donc en gros, t'es en mode, pourquoi est-ce que ce mec au RSA gagne plus que moi alors que moi aussi je suis au RSA? Ou plutôt, pourquoi est-ce que ce mec au RSA gagne la moitié de ce que je gagne alors qu'il fout rien et que moi je travaille? Et du coup, c'est pour ça qu'on est tout le temps en guerre les uns avec les autres. Amour propre et pitié ou la fin de l'homme naturellement bon, ok. Il répète à plusieurs reprises que l'homme est naturellement bon et que la société le corrompt, nanana. Rousseau avance que pour permettre la préservation de l'espèce, les créatures sont dotées de 2 instincts, l'amour de soi et la pitié. L'amour de soi leur permet de satisfaire leurs besoins biologiques, tandis que la pitié les conduit à prendre soin des autres. Ok.
Même si l'amour-propre prend sa source dans la compétition sexuelle, il ne se révèle son plein potentiel de dangerosité que lorsqu'il est combiné à l'interdépendance économique qui se développe lorsque les individus vivent en société. En effet, dans ce cas, les êtres humains vont à la fois chercher les biens matériels et la reconnaissance, ce qui les conduit à entretenir des relations sociales marquées par la subordination de certains et par le désir d'atteindre ses fins quel que soit le moyen employé. De sorte que sont menacés à la fois la liberté des êtres humains et leur estime de soi. Oui. Ok, en fait, ça c'est pour le coup ça se comprend, genre l'idée que s'il n'y a pas de société, t'es un peu limité dans ce que tu peux infliger aux autres, quoi, et forcément, voilà. Ok, vertu et conscience, philosophie politique, volonté générale. Oh putain, il a trop de concepts. Que non. Rousseau doute que la volonté seule puisse conduire les hommes à la morale, et il a raison. Droit et loi chez Rousseau, la loi et le droit naturel. La loi naturelle exprime l'expression des rapports généraux établis par la nature entre tous les êtres animés pour leur commune conservation. Ok. Donc en gros, il est en mode les lois naturelles, instinctivement, on devrait les respecter, mais le problème c'est que comme on est dans une société, on les respecte pas. Il différencie le droit naturel du droit politique. Le droit politique vise, dans le cadre d'un État, à établir de façon positive une société qui vivra bien. Ok. Corps politique et citoyenneté. La distinction homme-citoyen. Le droit politique pour le citoyen. Le citoyen, à travers le droit politique, s'engage dans un projet visant à améliorer la société. Ok. Et participer à un vrai contrat social. D'accord. Égalité, justice et corps utilitaire. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est pas très dans l'égalitarisme en vrai. Chez Rousseau, la notion de justice est liée à la réciprocité. Le problème est que pour qu'il y ait réciprocité, il faut qu'il y ait égalité. Or, depuis la fin de l'état de nature, la liberté et l'égalité naturelle se sont évanouies. Il faut donc les reconstituer de façon conventionnelle. Dans son projet de reconstitution de l'égalité et de la liberté, Rousseau ne considère pas l'égalité comme une fin en soi, mais comme le moyen de sécuriser la liberté politique qui ne peut exister qu'entre égaux. Si Rousseau ne s'oppose pas aux inégalités issues des efforts des êtres humains, mais aux inégalités non justifiées par la nature, il considère néanmoins que l'égalité est toujours menacée et il voit son inscription dans la durée comme un défi que les hommes doivent relever en permanence. Et il a bien raison. Pour lui, les droits politiques sont basés sur les hommes tels qu'ils sont avec leur amour-propre, leurs intérêts, leur vue du bien commun, ce qui les conduit à une démarche relativement pragmatique. Je tâcherai d'allier toujours dans cette recherche ce que le droit permet avec ce que l'intérêt prescrit afin que la justice et l'utilité ne se trouvent point divisées. Ok. Alors, la souveraineté du peuple, nanana. Les citoyens sont souverains, c'est lui qui promulgue et ratifie les lois, c'est lui qui vient la volonté générale. Il ne gouverne pas et n'a pas vocation à gouverner. Ok. Donc c'est lui qui décide de ce que la société doit faire, mais c'est pas à lui de gouverner. Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle, ce n'est point une loi. T'entends ça, Macron? Monsieur... Oui, Voltaire dirait... Ouais, Rousseau dirait, et ça t'arrangerait pas, mon pote. Le souverain, le peuple chez Rousseau, promulgue les lois qui sont l'expression de la volonté générale. Le gouvernement, par contraste, est encore plus limité de personnes qui administrent l'État dans le cadre des lois. Il est autorisé à promulguer des décrets d'application des lois dans le cas où cela est nécessaire. Et il faut séparer l'exécutif du législatif. Ok. Rousseau et la botanique. Non, on s'en fout. Rousseau et le théâtre. Il en a écrit. Rousseau et le roman. Il en a écrit. Rousseau, compositeur et critique musicale. Il en a écrit, on lui a dit que c'était pas ouf. Questionnement contemporain. Ok. Rousseau et le totalitarisme. Il était pas là au XXe siècle. Tac, influence. Il n'y a pas son avis sur genre l'esclavagisme et tout ça. Non, il a pas. Non, par contre, il a son avis sur le socialisme et le marxisme. Ça influence les révolutionnaires de 30 et de 48, donc les communards ainsi que les anarchistes. Ok.
le marxisme au début du XXIe siècle est très critique envers Rousseau qu'il voit comme un défenseur de la souveraineté, concept qu'il juge réactionnaire. Bah, en même temps, il y a quelques siècles d'écart entre vous, quoi. Comme le promoteur d'une vision juridique qui encourage une orientation organisationnelle, voire bureaucratique du pouvoir et de la société. Rousseau comme fondateur de l'anthropologie, ok, il y a des hommages de fou, un peu partout. Mais il n'y a pas genre son avis sur plein de choses. Bon, après, en vrai, moi j'ai un peu envie de le mettre en... Ah, je sais pas. En fait... Bon, le physique. Ouais. C'est... Bah, y a qu'une image, quoi. Et c'est pas insane. Ça, c'est Sandrine Rousseau, putain. Putain, c'est la Sainte Trinité. Des Lumières. Voltaire, Rousseau, Diderot. Bon, physiquement, c'est pas ouf. Mais en fait, ce qui me dérange pour le noter, c'est... Bah, d'un côté, il a développé plein d'idées intéressantes, notamment cette idée du peuple et tout, tu vois, banger, ça se met là, quoi. Mais il a abandonné ses gosses, il a fait virer une pauvre meuf qui avait rien fait juste parce qu'il a volé un truc et qu'il a pas assumé. Et après, il a quand même un peu une logique de méritocratie et tout. Je dirais que, en vrai, il est ok, mais peut-être... Ah, je sais pas. Oh, je sais pas. Je serais peut-être un peu surcoté. Mais peut-être que ça changera une fois que j'aurai vu les autres auteurs. Mais là, là tout de suite, je dirais qu'il est plutôt surcotax. Ok. Ouf, on s'améliore, seulement une demi-heure pour un auteur. Alors, qui est cette personne? Est-ce qu'on peut chercher par image là-dessus? Non, on ne peut pas. Jean de la Bruyère, ok. Alors, ma connaissance de Jean de la Bruyère est la suivante. Je n'en ai pas. Jean de la Bruyère. Jean de la Bruyère. Oh, genre, vraiment l'impression de n'avoir jamais entendu parler de lui, alors que je suppose que si. 696, c'est un moraliste. Wow. Déjà on souffle. Déjà on souffle. Ok. La Bruyère est célèbre pour une œuvre unique, les caractères ou les mœurs de ce siècle. Cet ouvrage constitue un ensemble de brèves pièces littéraires, compose une chronique essentielle de l'esprit du XVIIe siècle. La Bruyère fut l'un des premiers écrivains à mettre en avant le style littéraire en développant un phrasé rythmé dans lequel les effets de rupture sont prépondérantes. Ce style incite à la lecture à voix haute, donnant ainsi à cette activité le statut de jugement moral face à l'effet rhétorique obtenu par la lecture orale sur les auditeurs. Alors, allons juger. Puisque monsieur est en mode lisez-moi à voix haute. Jean de la Bruyère. Extrait. Alors, extrait et passage de les caractères. Attends, c'est ça dont tu parles, les caractères ou les mœurs de ce cercle. Ok. Ah, on a un bel extrait là. Allez. Arias a tout lu, a tout vu.
Il veut le persuader ainsi. C'est un homme universel et il se donne pour tel. Il aime mieux mentir que de se taire ou de paraître ignorer quelque chose. On parle à table d'un grand d'une cour du Nord, il prend la parole et l'ôte à ceux qui allaient dire ce qu'ils savent. Il s'oriente dans cette région lointaine comme s'il en était originaire. Il discourt des mœurs de cette cour, des femmes du pays, de ses lois et de ses coutumes. Il récite les historiettes qui y sont arrivées. Il les trouve plaisantes et il en rit le premier jusqu'à éclater. Quelqu'un se hasarde de le contredire et lui prouve nettement qu'il dit des choses qui ne sont pas vraies. Arias ne se trouble point, prend feu au contraire contre l'interrupteur. « Je n'avance rien, lui dit-il. Je ne raconte rien que je ne sache original. Je l'ai pris de Céton, ambassadeur de France dans cette cour, revenu à Paris depuis quelques jours, que je connais familièrement, que j'ai fort interrogé et qui ne m'a caché aucune circonstance. » Il reprenait le fil de sa narration avec plus de confiance qu'il ne l'avait commencé lorsque l'un des conviés lui dit « C'est Céton à qui vous parlez lui-même et qui arrive fraîchement de son ambassade. » C'est très bien amené. C'est sympa. En vrai, c'est ok. La moquerie est souvent l'indigence d'esprit. Ouais, mais tu viens de te moquer. L'on n'aime qu'une seule fois, c'est la première, les amours qui suivent sont moins volontaires. Les sots lisent un livre et ne l'entendent point, les esprits médiocres croient l'entendre parfaitement, les grands esprits de l'entendent quelquefois pas tout entier. Ils trouvent obscur ce qui est obscur, comme ils trouvent clair ce qui est clair. Les beaux esprits veulent trouver obscur ce qui ne l'est point, et ne pas entendre ce qui est fort intelligible. En vrai, c'est pas mal. Quand une lecture vous élève l'esprit, qu'elle vous inspire des sentiments nobles et courageux, ne cherchez pas une autre règle pour juger l'ouvrage. Il est bon et fait de main d'ouvrier. Si on ne goûte point ces caractères, je m'en étonne. Et si on les goûte, je m'en étonne de même. Pas mal, pas mal. Non, mais il avait un petit humour, il avait quelque chose pour lui. Ok. Ok, donc la biographie, elle est succincte, pour le moins. Alors, on sait pas trop où il est né. Forcément d'une famille de bourgeois, logique, qui vit de rente, d'un procureur au Châtelet. Ok, donc d'une famille du monde des procureurs, donc des petits bourgeois. Ok. Il a une licence en droit à l'université d'Orléans. Il connaît le grec ancien et l'allemand. Ce qui est inhabituel à cette époque. Eh bien, à notre époque aussi. Il est inscrit au barreau mais plaide peu au point. Il a longtemps été gêné financièrement. Il doit attendre l'héritage d'un oncle. Putain, mais le nombre de gens qui ont hérité pour commencer à écrire. En fait, ça me fait me poser la question de est-ce que tous les gens connus ont hérité à un moment pour pouvoir être connus parce qu'il fallait de la thune, quoi. Ok, donc il a été anobli. Il a profité de sa thune pour être anobli. On le vole et du coup il a plus de thunes, donc il se fait engager en tant que précepteur. Ok, il est chargé d'enseigner l'histoire et la géographie à un gamin qui est épileptique, inappliqué, qui a des crises. C'est le petit-fils de Condé. Dont les progrès sont assez médiocres. La Bruyère est invitée à partager ses leçons entre les deux jeunes époux, puisque elle a 11 ans et 10 mois. Ok, nanana. Et quand est-ce qu'il décide que... C'est un fort honnête homme à qui il ne manquait rien, si la nature l'avait fait aussi agréable qu'il a envie de l'être. Du reste, il a de l'esprit, du savoir et du mérite. Ok, le succès. La première édition des caractères paraît à Paris. L'ouvrage comptait 100 pages de traduction et 200 pages originales. Le nom de l'auteur ne figura sur aucune édition publiée de son vivant. Cette première édition contenait surtout des remarques et presque point de portrait, connut un succès très vite tout de suite. Ok. La Bruyère à l'Académie.
La Bruyère se présente à l'Académie française, mais il n'est pas élu, il se représente 2 ans plus tard. Et cette fois il est élu, bravo. Son discours, le discours qu'il présente soulève des orages, il y fait l'éloge des champions du parti des anciens. Il dénonce aussi les partisans PTS et parvenus ignorants et outrageusement enrichis chargés de recouvrement des impôts. Mais en contestant au sein de l'Académie la valeur de Corneille comparée à Racine, il inflige un véritable camouflet aux frères du dramaturge Thomas Corneille et à son neveu Fontenelle, qui siègent tous deux comme académiciens. C'est vrai qu'on avait vu que Corneille il était dead et du coup c'était son frère qui avait repris sa place. Ok, donc c'était un peu un rageux quand même. Ok, fin de sa vie, c'est un nouvel ouvrage. Mais il a pas le temps parce que il meurt d'une attaque d'apoplexie. Ok. Non, donc il meurt, on sait pas trop d'où. Bon, il m'a pas l'air ouf. La Bruyère. On va mettre un truc genre de l'époque, genre esclavagisme. Pour avoir un peu de quoi se mettre. Ouais, il a pas trop d'avis. Ok. Par contre, il a un petit charme. Un peu androgyne là. En vrai. Ça va peut-être le faire remonter. La Bruyère. Bon, là oui, là un peu moins. Là il y avait trop de cheveux. Là il y avait toujours trop de cheveux. Trop de cheveux. Trop de cheveux. Trop de cheveux, ça tue le cheveu en fait. Bon, ça le sauve à moitié. Son style il est sympa, mais c'était quand même un gros réac. Ah, je dirais ouais. Mais après il est avant Ronsard. Non mais il va falloir qu'on change des choses. Je pense que l'abbé Prévost, genre, il va aller dans surcoté. Que Chateaubriand, il va aussi aller dans surcoté. Et que Ronsard, il va aller dans surcoté, mais un peu avant. Non, là. Et que du coup, la Bruyère, il va dans Mouais. Non mais... Et genre, c'est ok. Ouais, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Genre, Rousseau, il est en Mouais, devant la Bruyère. Et l'abbé Prévost, Ronsard et Chateaubriand, ils sont sur Cotax. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ok. Ok. Eh bien. C'était rapide la Bruyère. Je sais pas qui est ce type. Mais je sais que quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit très Rabelais vibe. Mais en fait, Rabelais c'est lui. Et du coup, entre temps, j'ai oublié qui c'était. Alors. Paul Scarron. Paul Scarron. Jamais entendu parler de ce type. Putain. Autant la Bruyère, ça me disait vaguement quelque chose. Genre j'avais entendu son nom. Autant Paul Scarron, j'ai l'impression de n'avoir jamais entendu son nom. Il est aussi mort à 50 ans pile comme la Bruyère. Coïncidence? Sûrement. Ok, il a une toute petite truc. Alors, Paul Scarron, écuyer et seigneur de Fougeray-Beauvais-la-Rivière. C'est un écrivain français contemporain. Son ouvrage le plus connu est le roman comique.
Ah, il a l'air comique. Alors, Paul Scarron, extrait. Personne n'a de... Personne n'a d'extrait de Paul Scarron? Ah, il y a son épitaphe. Celui qui ici maintenant dort fit plus de pitié que d'envie et s'offrit 1000 fois la mort avant que de perdre la vie. Passant ne fait ici de bruit, prends garde qu'aucun ne l'éveille, car voici la première nuit que le pauvre Scarron sommeille. Ouais, il s'est chauffé. Alors, chapitre 1er, une troupe de comédiens arrive dans la ville de Mans. Le soleil avait achevé plus de la moitié de sa course et son char ayant rattrapé le penchant du monde roulait plus vite qu'il ne voulait. Si les chevaux eussent voulu profiter de la pente du chemin, ils eussent achevé ce qui restait du jour en moins d'un demi-quart d'heure. Mais au lieu de tirer de toute leur force, ils ne s'amusaient qu'à faire des courbettes, respirant un air marin qui les faisait hennir, et les avertissant que la mer était proche, où l'on dit que leur maître se couche toutes les nuits. Pour parler plus humainement et plus intelligiblement, il était entre 5 et 6 heures. Il était entre 5 et 6 dans une charrette quand une charrette entra dans les halles du Mans. J'aime bien. Alors, sache le sot qui s'en scandalise que tout homme est sot en ce bas monde, aussi bien que menteur, les uns plus et les autres moins. Et moi qui vous parle peut-être le plus sot que les autres, quoi que j'ai plus de franchise à l'avouer et que mon livre n'étant qu'un ramassis de sottises, j'espère que chaque sot y trouvera un petit caractère de ce qu'il est, s'il n'est pas trop aveuglé de l'amour propre. Putain, il me rappelle quelqu'un de plus récent, mais j'arrive pas à retrouver son nom. Peut-être que ça me reviendra au fur et à mesure. Mais en tout cas, j'aime bien la vibe. C'est très vibe aux F-tiers. Y a rien de sérieux dans la vie. Ok. Et franchement, pour du 17ème, ça se lit assez bien. Issu de la noblesse d'Europe, 7ème enfant, ok, nanana, conseiller du Parlement de Paris. Donc il finit par avoir les jambes paralysées, la colonne et la nuque. Selon la légende, la cause serait un bain dans l'eau glacée durant le carnaval. Scarron n'est plus qu'un corps tordu et perclus, immobilisé dans un cul-de-chat, mot qu'il emploie avec le sens de sorte de jarre servant à ceux qui n'ont plus l'usage de leurs jambes, tel qu'il s'est dépeint lui-même. Il n'est plus temps de rimailler, on m'a dit qu'il faut détaler. Moi qui suis dans un cul-de-jatte et qui ne remue ni pied ni patte, et qui n'ai fait pas un pas, il faut aller jusqu'au trépas. Ok. Tordu dans la forme d'un Z, les genoux rentrés dans l'estomac, la tête penchée sur l'épaule, et qu'il ne pouvait redresser, les bras immobiles jusqu'au poignet. Il ne se déplaçait qu'à l'aide d'un fauteuil roulant, il prenait de fortes quantités d'opium qui ne soulageaient pas sensiblement son martyre. Il commença à écrire ses premières œuvres à partir de 1643. Attends, mais après avoir été handicapé, quoi. En 1638, il est atteint d'une maladie. Ok. Donc oui. Il rentre à Paris en 1652, il épouse une orpheline sans fortune âgée de 16 ans et demi. Nice. Qui selon des dires lui apporta 2 grands yeux formitas, un très bon corsage, une paire de belles mains et beaucoup d'esprit. Beaucoup d'esprit, ouais. Il ouvre un salon dans le quartier du Marais qui sera bientôt couru par toute la famille du Louvre et surtout grâce à son mariage, ce qui fit de lui une nouvelle fable de Paris. À l'annonce de son mariage, Anne d'Autriche se serait écriée: une femme, c'est le meuble le plus inutile de sa maison. Il possédait une propriété de campagne à Fontenay-aux-Roses. Il fut inhumé dans l'église de Saint-Gervais. Lui-même rappelle ses souffrances dans sa propre épitaphe devenue célèbre. Et effectivement. Alors, il représente le genre burlesque dans la comédie du XVIIe siècle. Tout en écrivant ses meilleures comédies. Scarron rédige également un roman, le roman comique, écrit dans un style satirique. Il est également auteur de plusieurs autres comédies. Presque toutes ses pièces sont imité de modèles espagnols, notamment il a traduit 2 nouvelles de Maria de Zayas dans le roman comique. Ok, mais on n'a aucune idée de ses valeurs, quoi. Scarron politique.
un burlesque. Ok, donc full burlesque, c'est tout. Paradoxe d'un libertin. Ah, ah, on a un peu plus d'infos. Une vie marquée à la fois par la liberté et la difficulté. Il embrasse la carrière ecclésiastique pour trouver revenu et protection tout en menant dans le privé la vie joyeuse d'un libertin de mœurs et de pensée. Ok. Ok, auteur de comédie, le roman comique. Ouais. Il avait l'air d'être un peu aux F tiers en termes d'avis, d'être un peu genre, moi je me mouille pas en politique, mais je dirais, c'est pas mal. Ah non mais attends, il y a le physique. Ah le physique, ah je suis désolé Paul Scarron, mais le physique là ça va être compliqué quoi. C'est la dégringolada, hein. C'est la dégringolada. Il va en éclater. Non. Il va en... Ouais. Putain, MUC, il est caraf plus BG aussi. Hein. Ouais. Non, mais... Ouais. Pour l'instant, ça a l'air d'être good. Ok. Est-ce que c'est Lafayette? Je crois la reconnaître. Mais peut-être pas en fait. Donc on va voir ça. Tac, tac, tac. Alors, et non, c'était Olympe de Gouges. My bad là-dessus. De Jouge? Non, de Gouges. De Jouge. Olympe de Gouges. Alors, qu'est-ce que... On va faire un petit résumax et ensuite on verra. Tiens. Cette page est en semi-protection longue. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, à tous les coups, ça doit être des gros mascus, des gros ouin-ouin qui sont chialés sur une autrice, quoi. Bref. Ok, Nanana est une femme de lettres, dramaturge et femme politique française. Rédactrice en 1791 de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Putain, mais c'est elle, c'est pour ça que son nom me disait quelque chose. Je suis trop nul en nom propre. Elle a laissé de nombreux écrits et pamphlets en faveur des droits civils et politiques des femmes, de l'abolition de l'esclavage et des noirs dans les colonies. Elle est considérée comme l'une des pionnières françaises du féminisme et est souvent prise pour emblème par les mouvements pour la libération des femmes. Tu m'étonnes. Elle a l'air plutôt belle, on va pas se cacher. On va pas se le cacher. Olympe de Gouges, extrait. Extrait et passage de Olympe de Gouges. Ok. Ah, mais attends. Attends, mais ça c'est un de ces trucs qu'elle a écrit. La déclaration des droits de la femme et des citoyennes. Est-ce qu'on y a accès? Et... ok. Est-ce qu'on peut voir où elle est? Putain, mais... Au secours. C'est pas ce que je voulais faire. Au secours. Attends, ouais, ça c'est Jean-Jacques Rousseau, on s'en fout. La découverte de l'homme de gauche. Mais vous avez pas des extraits, des citations? Y a rien, quoi. Olympe de Gouges, citation. 9 citations de Olympe de Gouges. Waouh. Eh, on y va aller loin avec ça. La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir le droit de monter à la tribune. Banger. La Constitution est nulle si la majorité des individus qui composent la nation n'a pas coopéré à sa rédaction. La femme... Ok. Femme, réveille-toi, le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers, reconnais tes droits. Et si les femmes veulent seconder mes désirs, je veux que dans les siècles futurs on place leur nom au rang de ceux des plus grands hommes. Non seulement je veux qu'elles cultivent des lettres, des arts, mais qu'elles soient propres encore à exercer des places dans les tribunaux, dans les affaires contentieuses, dans l'administration des affaires de goût. De Paris au Pérou, du Japon jusqu'à Rome, le plus sot animal, à mon âme la vie, c'est l'homme. Ah non, à mon avis, elle a pas dit humble.
Putain, mais quelle créatrice de banger, hein. Alors, postambule de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de vous en affranchir, vous n'avez qu'à le vouloir. Homme, es-tu capable d'être juste? C'est une femme qui t'en fait la question. Tu n'y ôteras pas du moins ce droit, dis-moi. Qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe? Ta force, tes talents? Observe le Créateur dans sa sagesse, parcours la nature dans toute sa grandeur dont tu sembles vouloir te rapprocher, et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. Ok. Peut-être la première autrice à être dans le top. En même temps, ceci est une tier list gigawalk. Donc... Oh, pardon. Donc il y avait forcément plus de chances que une meuf se retrouve dans le haut du classement, quoi. Alors, sa biographie est un peu longue, donc on va y aller vite fait. Donc, alors, fille d'avocat issue d'une famille de marchands de drapier. Donc en gros, maître boucher bourgeois, donc famille bourgeoise. Alors, sa famille maternelle, la famille Mossé, est très liée au Lefranc de Pompignan, une famille de noblesse du roi. Ok, donc elle est super pote avec Jean-Jacques Lefranc des Pompignans, mais comme c'est des noblesses, ils sont obligés de les écarter parce que pas possible. Lui il va à Paris et elle est mariée à Pierre Gouze, parce qu'elle c'est juste une petite bourgeoise de nulos, quoi. Ok, donc elle a une histoire avec Pompignan, on dit que c'est lui le père de sa gamine, bref. Est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu? Ok. Son mari, qu'elle déclarera plus tard ne pas avoir aimé, ayant au contraire éprouvé de la répugnance pour un homme qui n'était ni riche ni bien né. C'était vraiment ses seuls problèmes. Mourut à une date incertaine en 1766 dans une crue du Tarn selon Olympe de Gouges. Mais peut-être plus tard, alors qu'elle s'est enfuie du domicile conjugal pour venir à Paris. Forcée de fuir un époux qui m'était odieux, je m'enfuis à Paris avec mon fils. Ok. Elle rejoint sa sœur aînée à Paris, prend le nom d'Olympe de Gouges. Elle a désormais une nouvelle personnalité. Nice. Une vie de courtisane. Devenue fille entretenue par des négociants et des grands seigneurs. Donc en gros elle arrive sur Paris, on sait pas trop avec quelle thune et globalement on pense qu'elle se prostitue. Elle mène une vie libre, entretient plusieurs liaisons, elle qualifie le mariage religieux de tombeau de la confiance et de l'amour. Il lui donnera 70 000 francs devant notaire. Il n'est pas douteux qu'elle ait eu des amants et des protecteurs, mais il est certain que ce ne fut point une courtisane à Progain. Menant une vie luxueuse et galante de manière assez ostentatoire, elle acquiert une réputation de courtisane entretenue par les hommes dans un contexte où la femme libre est assimilée à une prostituée. Bah, en même temps, elle avait pas de moyen de gagner de la thune par elle-même, donc elle a fait ce qu'elle pouvait. Benoît de Groult écrit à son sujet: si le petit dictionnaire des grands hommes a évoqué sa notoriété de femme galante, Restif de la Bretonne l'a placé injustement dans sa liste des prostituées de Paris. Elle ne défraya jamais la chronique scandaleuse de son temps et sa célébrité réelle date plutôt de l'époque où elle fréquenta des littérateurs et des philosophes espérant combler un peu les lacunes de son éducation. On l'acceptait volontiers courtisane, on trouvait incongru ses prétentieux intellectuels. Putain, il y a une meuf, elle veut lire des livres, c'est forcément une pute. J'ai essayé de garder mon sérieux, mais je me suis étouffé par le culot. Elle peut mener un train d'Isée grâce au soutien de Jacques Pétrix de Rossières. Elle demeure rue du Fossoyeur. Ok, ça on s'en fout. Fréquentation des salons littéraires parisiens et rencontre avec le théâtre. Ok, donc en gros elle va dans les salons pour combler ses lacunes parce qu'elle n'a pas l'avantage d'être instruite. Elle fréquente assidûment les salles de spectacle parisiennes, participe en tant qu'actrice à des représentations de théâtre, se lance dans la rédaction d'œuvres dramatiques, où elle met en scène ses idées et ses combats, mais aussi parfois son personnage. Sa vocation pour le théâtre fut peut-être
une façon d'affirmer sa filiation supposée avec le dramaturge Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, mais sans doute aussi le résultat d'une théatromanie d'époque. Ouais, en gros, tout le monde faisait du théâtre à l'époque. Comme aujourd'hui, tout le monde stream, quoi. Support privilégié des idées nouvelles, le théâtre reste sous le coup du pouvoir, donc forcément... voilà. Alors, elle monte sa propre troupe, ok. Et c'est un théâtre itinérant qui se produit à Paris et dans sa région. Le marquis de Maisonfort raconte comment il le rachète, ok. Elle écrit sa première pièce à 34 ans. Une drame en prose en 3 actes qui traite de l'esclavagisme des Noirs, mais ce n'est qu'en décembre 89 que la pièce est créée à la Comédie Française sous le titre L'esclavage des N-Word. La première représentation se déroule dans un chahut hostile, sans doute organisé par des anti-abolitionnistes, et les critiques se montrent sévères pour des raisons tant morales que littéraires. On lui reproche l'abus de romanesque, la composition désordonnée du drame et la platitude du style. La pièce est retirée après seulement 3 représentations sous la pression des colons. Elle est publiée en mai 1792. C'est ça la cancel culture. La vraie cancel culture. En 1790, dans ses adieux en français, elle annonce qu'elle vient d'écrire une seconde pièce abolitionniste intitulée Le marché des Noirs, mais elle la propose sans succès en décembre de la même année. Elle se fait arrêter, apparemment, donc le surlendemain de son arrestation, puis le jour même de sa condamnation à mort, le 2 novembre, elle invoque sa pièce L'esclavage des N-Word pour preuve de son patriotisme et de son combat toujours contre la tyrannie. Ok. Donc, what the fuck, en 1793, elle est arrêtée. Mais pourquoi elle est arrêtée? Essai sur la question coloniale et du racisme et dans l'esclavagisme. Ce texte met en... Alors, l'espèce d'homme nègre, écrivait-elle avant la Révolution, m'a toujours intéressé à son déplorable sort. Ceux que je pus interroger ne satisfirent jamais ma curiosité et mon raisonnement. Ils traitaient ces gens-là de brutes, d'êtres que le ciel avait maudits. Mais en avançant en âge, je vis clairement que c'était la force et le préjugé qui les avaient condamnés à cet horrible esclavage, que la nature n'y avait aucune part et que l'injuste et puissant intérêt des Blancs avait tout fait. Putain, mais quelle goutte! Ce texte la met en contact avec la Société des Amis des Noirs, dont elle ne peut cependant être membre en raison de ses cotisations élevées de son règlement intérieur exclusif. J'imagine que les mafies n'ont pas le droit. En janvier 1790, 2 ans après la naissance de Société, elle nie en réponse aux imputations d'un colon lui devoir ses idées. Ce n'est pas la cause des philosophes des Amis des Noirs que j'entreprends de défendre, mais la mienne propre, et vous voudrez bien me permettre de me servir les seules armes qui sont en mon pouvoir. Je puis donc vous attester, monsieur, que les Amis des Noirs n'existaient pas quand j'ai conçu ce sujet, et vous deviez plutôt présumer, si la prévention ne vous eût pas aveuglé, que c'est peut-être d'après mon drame que cette société s'est formée, ou que j'ai eu l'heureux mérite de me rencontrer noblement avec elle. Dans la brochure, elle nie connaître Monsieur de la Fayette, ce héros magnanime autrement que de réputation, alors que c'est un des membres fondateurs de cette société. En 1090, elle n'est pas membre de la Société des Amis des Noirs, mais c'est possible qu'elle y soit entrée en fin 90. En 93, on dit qu'elle y est admise, ok. Elle est en proie provisoirement au découragement sur la Révolution en général et la question de l'esclavage en particulier. Elle annonce une mise en congé et écrit « Par ailleurs, qu'ai-je dit aux colons? Je les ai exhortés à traiter leurs esclaves avec plus de douceur et de générosité. Mais ils ne veulent pas perdre la plus légère partie de leurs revenus. Voilà le sujet de leur crainte, de leur rage et de leur barbarie. » Ok. On ne contestera pas la modération de ce texte, mais il faut le remettre dans le contexte de son quasi-isolement et de l'échec du montage de Zamor et Mirza, dont elle dut tenter sans résultat d'adoucir le ton face au maire de Paris, très lié au club de l'hôtel de Mazac. Pour la première fois, à la mi-septembre 1791, dans le postambule de sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, en même temps qu'elle plaide le remplacement du mariage patriarcal et marital par un contrat social de l'homme et de la femme, acceptant le principe du divorce, elle donne un avis sur la ferrorisation des mulâtres propriétaires d'esclaves par les Blancs. Il était bien nécessaire que je dise quelques mots sur les troubles que cause, dit-on, le décret en faveur des hommes de couleur dans nos îles. Les colons prétendent régner en despotes sur des hommes dont ils sont les pères et les frères, et méconnaissent les droits de la nature. Ils en poursuivent la source jusque dans la plus petite teinte de leur sang. Ces colons inhumains disent « Notre sang circule dans leurs veines, mais nous leur répondrons tout, s'il le faut pour assouvir notre cupidité ou notre aveugle ambition. » Putain, mais elle était giga-based.
Elle défend chaleureusement le droit des mulâtres, enfants naturels issus d'une relation sexuelle illégitime entre un esclave et un blanc. Elle invoque implicitement par solidarité avec eux sa propre naissance illégitime et explicitement sa foi dans le droit naturel. À ce titre, elle approuve qu'avec ses imperfections, le décret amendé du 15 mai 1791 voté par tout le côté gauche antiségrégationniste, Robespierre est excepté de l'Assemblée constituante, décret qu'elle estime dicté par la prudence et par la justice. Ok. Le caractère pionnier de l'engagement de l'âme de gauche est confirmé en septembre 91 dans un postambule à sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui va de pair avec une répugnance à admettre en 1792 le droit au recours à la violence de la part des mulâtres et des esclaves de Saint-Domingue pour défendre leurs droits, droit pourtant admis par un nombre ascendant de patriotes. C'est à vous, actuellement esclave homme de couleur, à qui je vais parler. J'ai peut-être des droits incontestables pour blâmer votre férocité cruelle. En imitant les tyrans, vous les justifiez. Quelle cruauté, quelle inhumanité. La plupart de vos maîtres étaient humains et bienfaisants, et dans votre aveugle rage, vous ne distinguez pas les victimes innocentes de vos persécuteurs. Les hommes n'étaient pas nés pour les faire, et vous prouvez qu'ils sont nécessaires. Mais je ne me rétracte point. J'aborde vos tyrans, vos cruautés me font horreur. Ah, elle était pas si... Madame de Gouges a voulu ainsi concourir à la rédemption des Noirs, elle pourra trouver des esclaves qui ne veulent pas de leur liberté. Non mais... Elle aurait bien aimé qu'il n'y ait pas eu besoin de violence, quoi. Mais c'était un peu... Voilà. Optimiste. Ok. Ok. Révolution française... En avril 1692, commentant la limitation du droit de vote et de légitimité aux citoyens riches et propriétaires, elle conteste la constitution de septembre 91 du fait de son caractère censitaire et masculin qui, à ces deux traits, l'exclut du droit de vote. Fuyez cette horde confuse, ce mélange effroyable de feuillants, d'aristocrates, d'émissaires, de brigands en tout genre et tout état, de toute espèce qui ne fondent leur fortune que sur celle des citoyens propriétaires. Ok, donc elle comprend que c'est une douille 1789. Cet extrait reflète une nouvelle condamnation à la constitution de septembre 91. Oui, donc voilà, elle est pas d'accord. Ok. Égalité des sexes et droits des enfants naturels. Elle considère que les femmes sont capables d'assumer des tâches traditionnellement confiées aux hommes, et dans pratiquement tous ses écrits, elle demande qu'elles fussent associées au débat politique et au débat de société. Ah ah! Cet étant adressé à Marie-Antoinette pour protéger son sexe, qu'elle dit malheureux, elle rédige et publie en septembre 91 une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, calquée sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, dans laquelle elle affirme l'égalité des droits civils et politiques des deux sexes, insistant pour qu'on rende à la femme les droits naturels que la force du préjugé lui a retirés. Ainsi elle écrit: la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également le droit de monter sur la tribune, bien sûr. La première, elle obtient que les femmes soient admises dans une cérémonie à caractère national, la fête de la loi du 3 juin 92, puis dans la commémoration de la prise de la Bastille du 14 juillet 92. Ok, son combat pour les femmes se poursuit dans ses productions théâtrales. Ok. L'un d'entre eux, l'abbé Goutte, deviendra d'ailleurs le héros de sa pièce à travers le personnage du curé. Ok, quoi? Alors que l'Assemblée constituante, les députés débattent de l'utilité des couvents et de la liberté des femmes, elle les écoute attentivement, n'hésitant pas à prendre des notes afin d'emprunter leurs idées et de les transmettre à ses personnages. Ok. Parmi ses premières demandes, elle demande l'instauration du divorce en février 90. Elle essaye. Dans une pièce de théâtre, la nécessité du divorce, elle renouvelle cette demande en septembre 91. Enfin, 5 mois plus tard, dans l'essai Le bon sens du français, elle s'exprime à nouveau en ce sens. Elle reproche aux anciens députés de n'avoir pas, au nom de leurs principes autoproclamés de liberté et d'égalité, introduit le droit au divorce dans la Constitution de 91. Ce principe est finalement adopté par l'Assemblée le 20 septembre 92. Elle demande également la suppression du mariage religieux et son remplacement par une sorte de contrat civil vraiment égalitaire, signé entre concubins, et qui prenne en compte les enfants issus des liaisons nées d'une inclination particulière. Elle insère dans une motion au duc d'Orléans un plaidoyer pour le droit au divorce et un statut équitable pour les enfants naturels, en fait surtout consacré au second point.
C'est à l'époque véritablement révolutionnaire, ouais. De même, son engagement en faveur de la libre recherche de la paternité et de la reconnaissance d'enfants nés hors mariage. À l'instar du droit du divorce pour lequel son engagement est aussi fort, elle répète ses requêtes dans les annexes de la Déclaration des droits de la femme, quoi. Ok. Enfin, sensible à la pauvreté endémique, elle prône la création d'ateliers nationaux pour les chômeurs et des foyers pour les mendiants. Toutes ces mesures préconisées à l'entrée du Grand Hiver 88-89 sont considérées par Olympe de Gouges comme essentielles, ainsi qu'elle le développe en septembre 93 dans son ultime écrit Une patriote persécutée. Olympe de Gouges à l'échafaud, eh bah, ils ont dû être en mode hahaha, bah tu voulais aller à la tribune, voilà, tu vas à l'échafaud. En 1793, elle s'en prend vivement à ceux qu'elle tient pour responsables des massacres des 2 et 3 septembre 92. Le sang même des coupables versé avec cruauté et profusion souille éternellement la révolution. Elle désigne particulièrement Marat qu'elle traite d'avorton de l'humanité. Ouf. Ok. Ok, donc en gros elle critique la violence de la révolution. Donc elle finit en tôle, c'est ça. Nanana. Nanana. Après la chute, nanana. Après la chute de la Gironde, les montagnards cherchent à oublier Olympe de Gouges, mais le 20 juillet, elle se met en contravention avec la loi de mars 93 relative à l'interdiction des écrits remettant en cause le principe républicain. Ainsi, sous le titre Les 3 urnes ou le salut de la patrie, par un voyageur aérien compose-t-elle une affiche qui demande une élection à 3 choix: République une et indivisible, République fédéraliste, retour à la monarchie constitutionnelle. Pour avoir proposé ce 3e choix, elle est arrêtée par les montagnards, jour de l'affichage du texte, et déférée devant un tribunal révolutionnaire qui l'inculpe. Elle tombe malade en prison à cause d'une blessure qui s'infecte, et réclamant des soins est envoyée à l'infirmerie. Ok. Partage des cellules d'une condamnée à mort. En octobre suivant, elle met ses bijoux en gage au mont-de-Piété et obtient son transfert dans la maison de santé Maille, sorte de prison pour riches où le régime était plus libéral et où elle a, semble-t-il, une liaison avec un des prisonniers. Elle réclame sa mise en jugement en tant 2 affiches qu'elle réussit à faire sortir clandestinement de la prison et à faire imprimer. Ces affiches, Olympe de Gouges au tribunal révolutionnaire et Une patriote persécutée, son dernier texte, sont largement diffusés et remarqués par les inspecteurs de police en civil qui les signalent dans leur rapport. Ok, elle est interrogée sommairement, privée d'avocat, elle se défend avec adresse et intelligence, condamnée à la peine de mort pour avoir tenté de rétablir un gouvernement autre que un et indivisible. Elle essaye par tous les moyens d'échapper à cette peine capitale, allant même jusqu'à se déclarer enceinte alors que déjà ménopausée. Les médecins consultés se montrent dans l'incapacité de se prononcer, mais Fouquintillier, conscientisé au sujet de l'horloge biologique, ne peut que confirmer qu'il n'y a pas de grossesse. Le jugement est exécutoire et la condamnée profite de quelques instants qui lui restent pour écrire une ultime lettre à son fils, laquelle est interceptée. Selon un inspecteur, la police en civil, le citoyen Prévost, présent à l'exécution et d'après le journal, nanana, elle monte sur l'échafaud avec un courage et dignité, contrairement à ce qu'en diront au XIXe siècle l'auteur des mémoires apocryphes de Samson et quelques historiens dont Jules Michelet. Elle s'écrie devant la guillotine située sur l'actuelle place de la Concorde: Enfant de la patrie, vous vengerez ma mort. Elle a alors 45 ans. La femme homme, l'impudente Olympe de Gouges, qui la première institua des sociétés de femmes, abandonna les soins de son ménage, voulut politiquer et commis des crimes. Tous ces êtres immoraux ont été anéantis sous le fer vengeur des lois, et vous voudriez les imiter. Non. Vous sentirez que vous ne serez vraiment intéressante et digne d'estime que lorsque vous serez ce que la nature a voulu que vous fussiez. Nous voulons que les femmes soient respectées, c'est pourquoi nous les forcerons à se respecter elles-mêmes. Allez, nice. Quelle ambiance. Ok, donc elle laisse un fils, on s'en fout. Reconnaissance et célébration d'Occident. Bah ça a l'air d'être un banger, hein. Olympe de Gouges, on va pas se le cacher, c'est sûrement... la goutte. Bon, il n'y a qu'une image d'elle et elle a l'air genre au kitière. Et bah Olympe, bravo. Tu y es. GG à toi. C'est bien joué. C'est
c'est bien joué. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. C'est juste la goutte en fait. Donc, ok. Alors, qui avons-nous ensuite? Qui avons-nous ensuite? Racine. Ah, mais je pense que Racine il va être long et aujourd'hui je suis un peu crevax. Du coup j'ai peut-être... Il y a un monde où j'ai la flemme. Racine. Ah ouais. Ouais, j'ai un petit peu la flemme. Ouais, je pense que ça sera la prochaine fois. Peut-être on peut faire un petit Rabelais. Je vérifie juste que c'est bien Rabelais. Mais un petit Rabelais là où... Hop. Ouais, c'est effectivement bien Rabelais. Rabelais, ça va être un peu vite fait, je pense. Rabelais. Je sais pas écrire Rabelais, mais du coucou. Rabelais. Ah non, c'est long aussi. Bah FF, les amis. Non, mais voilà. Des fois, il faut savoir s'arrêter. Attends. Et là, on s'arrête sur Olympe de Gauche.